She let me 'cause I came from Buzzer with love. From Buzzer with love. From Buzzer with love. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Anthropocène. Ici Bérénice Gagne, Lou Herman et Sophie Lambert. On vous présente une série de podcasts sur Gaza et sur la Palestine. Ce projet, il est né d'un besoin, celui de s'autoriser à penser le génocide en cours à Gaza et à sortir du silence et de la sidération. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on sait faire, de la radio, ensemble. Ce travail nous a permis de nous remettre en action là où chacun et chacune est sans cesse renvoyé à son impuissance individuelle, de remettre du collectif et donc du politique dans notre effarement. On vous partage des textes sans prétention à l'exhaustivité ni à l'expertise. Des textes qui nous ont aidés à penser depuis où nous sommes, loin de Gaza. Des textes analytiques, d'autres poétiques. 3 épisodes, silence complice, colonialisme, écocide-biocide. 3 épisodes, c'est sans nul doute trop court, incomplet, partiel et partial. Mais peut-être vaut-il mieux faire, même imparfaitement, que de ne rien faire du tout. Épisode 2, colonialisme. Un poème de Mahmoud Darwish, paru dans le recueil État de siège, publié aux éditions Actes Sud en 2004, dans une traduction d'Elias Sandbar. Vous qui vous tenez sur les seuils, entrez et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains, comme nous. Vous qui vous tenez sur les seuils, sortez de nos matins et nous serons rassurés d'être comme vous, des humains. La gazaïfication de l'Occident, un texte de Christian Salmon, publié dans le quotidien en ligne AOC le lundi 9 juin 2025. Dans le théâtre médiatique contemporain, Gaza s'est mué en un laboratoire du storytelling géopolitique. Chaque image, chaque témoignage, chaque chiffre devient un élément narratif dans une bataille de récits qui dépasse largement les frontières géographiques du conflit. Il y a les morts de Gaza, et il y a leur disparition programmée dans les récits médiatiques occidentaux. Entre les deux, une machine narrative d'une efficacité redoutable transforme un génocide en un conflit complexe, les bourreaux en victimes et les témoins en antisémites. Comment une puissance militaire génocidaire et ses alliés peuvent simultanément massacrer un peuple et gagner la bataille des récits? Dans les think tanks de Washington et les agences de Hasbara, une armée de storytellers travaille jour et nuit à retourner la réalité. Chaque école bombardée devient un nid de terroristes. Chaque hôpital détruit cachait des tunnels du Hamas. Chaque journaliste tué était un combattant déguisé. Gaza n'est plus seulement un territoire de 365 km² où s'entassent 2 millions d'êtres humains. Gaza est devenu une histoire, ou plutôt un champ de bataille d'histoire. Dans les couloirs feutrés des ministères et des agences de communication, on ne parle plus de guerre, mais d'opération. Plus de bombardements, mais de frappes chirurgicales. Plus de morts civiles, mais de dommages collatéraux. Le vocabulaire militaire s'est mué en novlangue marketing, façonné par des spin doctors qui transforment la réalité en une histoire formatée à l'intention des opinions publiques occidentales. S'il est une chose qui est occultée par l'exposition récurrente dans les médias des narratifs israéliens et palestiniens, autodéfense et résistance, et la fausse symétrie des forces en présence, c'est bien la nature de cette guerre qui bouleverse dans sa rationalité extrême tout ce qu'on pensait savoir sur la guerre totale, la guerre civile ou la guerre coloniale. C'est une guerre multidimensionnelle,
menées dans les airs, sur la terre et jusque dans les sous-sols de la bande de Gaza. Les opérations militaires synchronisent la puissance de frappe de l'aviation, assistée des moyens de l'intelligence artificielle, le génie civil des bulldozers et les incursions des Merkava tanks que survolent les hélicoptères Apache fournis par l'armée américaine. Les images satellites révèlent l'étendue des destructions d'habitations, d'écoles et d'hôpitaux, 90% des bâtiments, mais aussi l'effacement des 2/3 du réseau routier sans cesse redessiné par le passage des bulldozers et des chars, les plus modernes au monde et les plus lourds. À perte de vue, ce ne sont que chantiers à ciel ouvert, collines éventrées, déforestation. Paysages en lambeaux sur lesquels s'acharne une violence industrieuse, cadastrale. L'action concertée des bombes et des bulldozers ne vise pas seulement des objectifs militaires identifiés, mais la vie civile dans sa fragilité, l'espace même de la civilité, places, ronds-points, marchés. Le paysage lui-même n'est pas épargné, où ne subsiste plus rien de la végétation jusqu'au souvenir d'un arbre ou d'une plante. La géographie, disait le géographe Yves Lacoste, ça sert d'abord à faire la guerre. À Gaza, la guerre a détruit la géographie. La machine à broyer le territoire s'active en permanence. Elle écrase, brise, déchiquette, concasse, déplace les amoncellements de ruines qu'elle accumule. Ce n'est nouveau que par son ampleur apocalyptique. Il y a une vingtaine d'années, à l'occasion d'un voyage en Palestine d'une délégation du Parlement international des écrivains, j'avais pu observer de près cette guerre des bulldozers. Le bulldozer que l'on croisait partout, au bord des routes, apparaissait tout aussi stratégique dans la guerre en cours que le tank. Jamais un engin aussi inoffensif ne m'était apparu porteur d'une telle violence muette. Comment, dans un paysage politique en ruine, reconstituer la vérité des faits en partie effacés? L'architecture forensique d'Eyal Weizman en a tiré toutes les conclusions. Il développe une approche basée sur des techniques en partie héritées de la médecine légale et de la police scientifique. Impact de balles, trous de missiles, ombres projetées sur les murs de corps annihilés par le souffle d'une explosion. L'objectif, écrit Raphaël Bourgois dans un entretien avec Eyal Weizman pour AOC, chercher des preuves visibles dans l'urbanisme et les bâtiments, mais aussi se servir de la spatialisation, de maquettes, pour faire advenir la vérité. Libération a récemment donné un visage humain à cette guerre des bulldozers. C'est le portrait du rabbin-soldat Avraham Zarbif, surnommé l'aplatisseur de Jabalia. Un personnage mythologique né dans les ruines de Gaza. Revenu d'une de ses missions, il raconte, comme un ingénieur des travaux publics sur un chantier, « Nous avons utilisé des tracteurs, des D9, des excavatrices. Nous avons appris le métier, nous sommes devenus très professionnels. On ne peut pas imaginer ce que c'est que de démolir des immeubles, 7, 6, 5 étages, les uns après les autres. » Où qu'il opère, il applique la même méthode, se vante-t-il, découverte en poussant sa petite fille sur une balançoire. Et là, je réalise un truc. Il faut faire comme avec la balançoire. Une première explosion, boum. On attend que la structure balance de l'autre côté, et là, on envoie un deuxième boom. Au sein de sa compagnie, raconte Check News, un néologisme est né à partir du nom du rabbin pour désigner l'action de détruire des bâtiments palestiniens. On les zarbivise. Théodore Adorno écrivait à propos d'images de la prise de l'archipel des Mariannes pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'impression qui s'en dégage n'est pas qu'on livre des combats, mais qu'on procède à des travaux mécanisés de dynamitage et d'infrastructures routières à grande échelle et avec une énergie incroyable, ou encore qu'il s'agit d'enfumer et d'exterminer des insectes à l'échelle planétaire. On mène les opérations jusqu'au point où il ne reste plus aucune végétation. L'ennemi est dans le rôle d'un patient et d'un cadavre. Personne n'est épargné. Jusqu'aux embryons d'un centre de fécondation in vitro bombardé intentionnellement en décembre 2023 selon un rapport d'une commission d'enquête internationale de l'ONU qui a détruit environ 4000 embryons dans une clinique qui accueillait entre 2000 et 3000 patients par mois à Gaza, comme si on cherchait à effacer l'avenir avant même qu'il ne voie le jour. Une image saisissante du concept de nécropolitique forgé par Achille Mbembe, selon lequel l'expression ultime de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qui pourra vivre et qui doit mourir. Loin de se réduire à un épisode de la lutte immémoriale entre Arabes et Juifs ou entre musulmans et Juifs, ni même de se ramener au conflit entre deux peuples, ce qu'elle est aussi,
La guerre à Gaza représente la combinaison explosive de plusieurs phénomènes enchevêtrés qui s'échelonnent sur un siècle et qui la rendent illisible pour la plupart. Ces phénomènes vont de l'irruption de l'impérialisme au Moyen-Orient à la montée des nationalismes, du colonialisme de peuplement au contrôle de la population palestinienne et à la société de surveillance, de la résistance palestinienne aux méthodes postmodernes de colonisation de peuplement. Dans un livre à paraître, l'historien Rachid Khalidi reconstitue l'écheveau complexe de cette histoire tout au long du XXe siècle. Il en restitue les raisons profondes et les responsabilités jusqu'à l'épilogue sanglant dont nous sommes les témoins. Le total de quelques 70 000 morts à Gaza au cours des 18 derniers mois, écrit-il, est probablement plus élevé que la somme de tous les Palestiniens tués par Israël depuis 1948. Dans cette histoire, l'Occident n'est nullement réduit au rôle de spectateur, ni même à celui de médiateur. Il apparaît comme un acteur de premier plan de l'interminable conflit qui ronge le Proche-Orient depuis un siècle. Sous l'égide de la Grande-Bretagne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis des États-Unis depuis 1948, l'Occident inspire, arme et finance Israël. Sa responsabilité dans l'épisode génocidaire actuel, et peut-être terminale si rien n'est fait, n'en est que plus accablante. Elle se double depuis l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche d'une participation assumée à l'entreprise d'extermination de la population palestinienne par les voies du financement de l'effort de guerre, de la livraison directe d'armes destructrices et jusqu'à la stratégie visant à affamer la population, à la priver des soins médicaux élémentaires, d'eau et d'électricité. Bien sûr, le plan Gaza-Riviera de Trump restera dans les mémoires comme un épisode grotesque du théâtre trumpiste de la cruauté. Mais comme le rappelle Rachid Khalidi, le soutien vigoureux de Biden au siège de Gaza par Israël, qu'il a qualifié de légitime défense, son écho à la rhétorique israélienne et son dénigrement de l'humanité des victimes palestiniennes ont renforcé chez les Palestiniens et leurs partisans le sentiment d'une hostilité viscérale des États-Unis à leur égard, ce qui lui a valu le surnom de « Genocide Joe ». De nombreux chefs d'État européens mériteraient ce surnom tant leur silence laisse pantois, là où il faudrait mobiliser une résistance coordonnée et des sanctions massives contre le gouvernement israélien. Mais il y a bien plus que de la lâcheté dans cette combinaison de complicité et de divergence en trompe-l'œil entre l'Occident et Israël. Car derrière les déclarations de circonstance sur les préoccupations humanitaires et les appels rituels au respect du droit international se cache une vérité plus sombre. L'Europe laisse faire le gouvernement d'Israël parce qu'elle a en commun avec lui quelque chose de plus profond et de plus troublant, son imaginaire colonial. La passivité européenne face à Gaza révèle ainsi la vraie nature de l'ordre occidental contemporain. Non plus un ensemble de valeurs partagées, mais un système de domination qui s'appuie sur la désignation permanente d'ennemis intérieurs et extérieurs. Gaza n'est que la version la plus visible de cette logique qui traverse désormais toute la politique occidentale. La question n'est donc plus de savoir pourquoi l'Europe se tait face à Gaza, mais pourquoi nous continuons à feindre l'étonnement devant ce silence, car ce silence dit tout de ce que l'Europe est devenue. Un complice qui préfère regarder ailleurs que de regarder en face ce qu'elle est en train de devenir. Depuis 2 décennies, l'Europe a construit sa politique sécuritaire autour des mêmes phobies. L'islam politique comme menace existentielle, l'immigration comme facteur de déstabilisation, la radicalisation comme obsession permanente, les banlieues comme territoire perdu à reconquérir. La diffusion du rapport sur l'entrisme des frères musulmans en est le dernier symptôme parmi les centaines d'autres. Gaza est devenu le laboratoire de la guerre que l'Occident mène contre ses propres populations, un endocolonialisme dont la Palestine est le terrain d'expérimentation pour des systèmes de surveillance, de contrôle des populations et d'enfermement territorial. Les entreprises européennes d'armement et de sécurité y testent leurs innovations avant de les déployer dans les banlieues françaises ou les camps de migrants. Les technologies de reconnaissance faciale, de surveillance numérique ou de gestion des frontières y sont testées dans des conditions extrêmes. Gaza fonctionne comme un miroir grossissant des politiques européennes. Auteur d'un essai paru en 2023 sur le laboratoire palestinien,
Anthony Leuvenstein, explique lors d'un entretien accordé le 12 janvier 2024 au Malcolm H. Carnegie Middle East Center que depuis des années, Israël teste et essaye un nombre considérable de technologies d'oppression sur les Palestiniens, qui sont ensuite promues sur les champs de bataille tout autour de la planète. Gaza a souvent été considéré comme le terrain d'essai ultime pour les armes de destruction et de surveillance. L'armée israélienne ne s'en cache pas, constatait en janvier 2024 dans Mediapart la journaliste indépendante Gwenaëlle Lenoir. Des armes nouvelles ainsi que des algorithmes sont utilisés pour la première fois dans la bande de Gaza. La guerre contre le Hamas est également une vitrine du savoir-faire israélien en la matière. Ce que nous avons vu ces 3 derniers mois après le massacre brutal du Hamas, c'est que la réponse israélienne a été d'une brutalité accablante. Mais au-delà, Israël fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire tester et essayer de nouvelles armes de destruction et de surveillance. Au niveau de la gestion biopolitique, la bande de Gaza constitue un cas d'étude sur la gouvernance de populations entières dans des conditions de précarité contrôlées, gestion de l'accès aux ressources, aux soins, à l'emploi, créant une forme de dépendance administrée. Netanyahou a fait pression pendant plus d'une décennie pour qu'Israël devienne l'un des principaux développeurs technologiques mondiaux, avec une expertise en matière d'armes, de surveillance et de cyber-outils, une expertise valorisée par l'expérience acquise sur le terrain contre les Palestiniens réduits à une population cobaye. Israël a perfectionné et dirigé l'industrie de la pacification mondiale, une expression inventée par l'anthropologue israélo-américain Jeff Halper, Director of the Israeli Committee Against House Demolitions. Dans son livre « Guerre contre le peuple, Israël, les Palestiniens et la pacification mondiale ». Il explique que l'occupation ne constitue pas un fardeau financier pour l'État, mais tout le contraire, la Palestine étant un terrain laboratoire précieux pour de nouveaux équipements destinés à une puissance militaire mondiale au service d'autres armées à travers le monde. Israël est un petit pays qui se bat pour se tailler une place au sein du complexe militaro-industriel transnational, a déclaré Jeff Halper. Le laboratoire israélien de Palestine prospère grâce aux perturbations et à la violence mondiale. La prudence israélienne à l'égard de la Russie en 2022 n'est pas surprenante, car la société de surveillance israélienne Cellbrite a vendu à Vladimir Poutine une technologie de piratage téléphonique qu'il a utilisée contre des dissidents et des opposants politiques des dizaines de milliers de fois. Quelques jours après l'agression russe en Ukraine, les cours mondiaux des actions des entreprises de défense ont grimpé en flèche, notamment celle du plus grand acteur israélien, Elbit Systems, dont l'action a grimpé de 70% par rapport à l'année précédente. L'une des armes israéliennes les plus recherchées est un système d'interception de missiles. L'ex-ministre israélienne de l'Intérieur, Ayelet Shaked, a déclaré qu'Israël en bénéficierait financièrement car les nations européennes voulaient des armements israéliens. Nous avons des opportunités sans précédent et le potentiel est fou. L'aggravation de la crise climatique profitera au secteur de la défense israélien dans un avenir où les États-nations ne réagiront pas par des mesures actives pour réduire les impacts de la hausse des températures, mais se ghettoiseront plutôt, à la manière d'Israël. Concrètement, cela se traduit par des murs plus hauts et des frontières plus strictes, une surveillance accrue des réfugiés, la reconnaissance faciale, des drones, des clôtures intelligentes et des bases de données biométriques. D'ici 2025, le complexe industriel de surveillance des frontières est estimé à 68 milliards de dollars américains et les entreprises israéliennes comme Elbit sont assurées d'en être parmi les principaux bénéficiaires. En septembre 2022, le chef de la police des frontières israélienne, le général de division Amir Cohen, a été reçu par son homologue américain Raoul Ortiz, chef de la patrouille frontalière américaine. Ortiz s'est dit intéressé par les méthodes non létales utilisées par les Israéliens pour disperser et réprimer les manifestations. Cohen a présenté un drone israélien qui largue des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Les entreprises françaises, allemandes, italiennes d'armement et de sécurité ne sont pas de simples spectatrices du siège de Gaza. Elles en bénéficient et y collaborent. Le transfert de technologies opère dans les deux sens. Leurs technologies sont testées, affinées, perfectionnées, avant d'être redéployées dans les banlieues de Marseille, les camps de Moria ou les frontières polonaises. Une situation que l'intellectuelle brésilienne Berenice Bento
qualifie de « palestinisation du monde ». Cette économie politique de la violence révèle pourquoi l'Europe ne peut condamner vraiment Israël sans se condamner elle-même. Les techniques de contrôle territorial, de fragmentation urbaine, de surveillance biométrique des populations à risque que teste Israël à grande échelle, l'Europe les applique de manière plus discrète mais tout aussi efficace et systématique. Gaza fonctionne comme un laboratoire où se perfectionnent les techniques de domination que l'Occident applique ailleurs. Murs intelligents, drones de surveillance, contrôle biométrique des populations, fragmentation territoriale. Condamner les crimes de guerre de Tsahal forcerait l'Europe à assumer sa complicité dans la militarisation de ses frontières. Comment critiquer la gestion israélienne des territoires occupés sans questionner la gestion européenne des Roms, des migrants, des musulmans ? Comment dénoncer l'apartheid territorial israélien sans remettre en cause sa propre ségrégation urbaine ? Quand Israël parle de terrorisme palestinien, l'Europe entend terrorisme islamiste. Quand Israël évoque la nécessité de sécuriser ses frontières, l'Europe pense à Frontex et à ses propres murs anti-migrants. Quand Israël justifie la surveillance de masse de sa population arabe, l'Europe y reconnaît ses propres pratiques dans les quartiers dits sensibles. Cette synchronisation des imaginaires sécuritaires explique pourquoi les dirigeants européens regardent Gaza sans intervenir. Ils y voient leur propre reflet. Étoile sur Jéricho, de Liana Bader, traduit de l'arabe par Anne-Marie Luginbull, paru aux éditions Cambourakis en 2024. Destriers de feu, lancés dans un combat acharné sans fin, dis-je, dit-elle, nous poursuivons l'absence. Nous chérissons un pays que nous ne voyons pas, nous aimons des gens sans pouvoir être à leur côté, nous nous languissons dans l'espoir d'une vie singulière qui jamais ne fleurira. Le dernier soir, dans le hall de l'hôtel, le grand lustre doré oscillait au-dessus de nos têtes, au rythme des bouzouki. Demain en appareil. Enfin. Chacun regagne sa chambre pour ranger ses affaires et attendre le matin. Je me contente de faire tourner, dans le sens de la terre, la mandarine desséchée à l'écorce noircie. Je la glisse dans ma poche pour la voir avec moi au moment où je contemplerai Jaffa depuis la mer. Y as-tu songé ? Après avoir été expédiée aussi loin, elle pourrait retrouver la terre et les arbres qui l'ont vue naître. Grâce à moi, elle défiera les lois de la gravitation. Je lui donnerai forme humaine, et lorsque nous arriverons sur le rivage, je la lancerai vers l'arbre qui lui a donné naissance, parce qu'à cet instant, elle sera moi. De moi, elle aura la mémoire des hommes, l'odeur de leurs cheveux et de leur peau. Je me fondrai dans les douces effluves de son parfum, métamorphosée en une créature extraordinaire capable de voler, ne serait-ce qu'un instant, au-dessus de la mer et de mon pays. Ensuite, inlassablement, je répéterai comme mon père, Jaffa, Jaffa. Comme mon grand-père, Ashdod, Ashdod. Je deviendrai la mémoire du fruit, il deviendra ma mémoire. Mais où ? Est-il possible que ce soit ailleurs qu'à Jéricho ? Je descendrai vers les champs, je prendrai le bus depuis le port de Jaffa jusqu'à Jérusalem. Je n'irai pas voir la maison de ma tante, ni la terrasse de ma petite Nala au-dessus de l'usine de biscuits. Je ne ferai pas de détour par l'école, je n'irai pas chez mes nombreux parents, dispersés dans Wadi el-Joz, ni chez le vieux chirurgien dans l'ancien bourg. Je prendrai le bus, et comme je l'ai fait si souvent, j'irai jusque chez nous, jusqu'à notre maison. Jusqu'à elle, jusqu'à Jéricho. Je ne suis allé ni à Jéricho ni ailleurs. Le navire n'a pas bougé d'un pouce. Nous nous sommes assoupis sur une nouvelle réjouissante. On avait trouvé un bateau qui n'offrait pas les garanties nécessaires au transport de passagers. Avant de m'endormir, j'ai vu, dans une demi-léthargie, une sorte d'étable flottante qui mugissait sur cette antique mer appelée Méditerranée. Elle tanguait sous nos pieds, et gémissait que nous sentions la paille, que les conditions sur le bateau étaient inhumaines. Mais nous avions accepté. Nous aurions accepté n'importe quelle planche en état de flotter. Nous n'avions qu'une idée en tête. Le voyage dût-il être horrible, tragique, nous le ferions. Nous ne nous arrêterions pas aux préparatifs.
Un songe fait de mer plombée, mauves et blanches, rôdait autour de moi. Une autre fois, je rêvais d'un navire à 1000 voiles et aux rames de bois. Je vis un clou rouillé recouvert d'une pellicule vert de gris. Dans la cale, un rat ronge les planches de ses petites dents acérées. Il ronge les charnières et les joints. Vision de rêve. Le matin au réveil avant le départ, nous apprîmes sans surprise que la veille, dans le port de Limassol, le bateau de marchandises avait été torpillé, juste au moment d'appareiller. Malgré la brise glacée du matin par la fenêtre ouverte, j'étais encore plongé dans mon rêve. Jaffa ou Jéricho. Aïda frappa à la porte, haletante. « Tu as entendu ? Ils ont fait exploser le bateau. » Alors pas d'espoir. Jéricho ou Jaffa, Jaffa ou Ashdod. Dans la violence de l'exil d'une vie impossible, comment ne pas garder une lueur d'espoir au fond des yeux ? Au lieu de glisser dans ma poche le fragment au reflet vert, je m'emparais de la mandarine desséchée. Métamorphosée en fruit ou en vague, peu importe, je retournerai un jour dans mon pays, pour un instant. Ou bien, dans les siècles à venir, je me réincarnerai. She left me cause I came from Buzzer with love. From Buzzer with love. From Buzzer with love.